Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est là pour parler des 8 choses à savoir avant de partir dans le désert du Sahara. C'est parti. D'abord, le désert du Sahara, c'est quoi? Alors le désert du Sahara, c'est un désert qui s'étend sur plus de 5000 km d'ouest en est et qui parcourt plus de 11 pays nord-africains. Il recouvre environ 30% du continent africain, ce qui en fait le plus grand désert aride du monde. Et je précise bien aride, car il existe plusieurs formes de désert. Il existe les déserts froids, arides et tempérés. Et si on prend en compte ces critères, en termes de taille, le Sahara se classe 3e, juste derrière l'Antarctique et l'Arctique. Et oui, c'est aussi des déserts. Mais revenons à nos moutons. Donc, parmi ces 11 pays que traverse le Sahara, il y en a certains qui sont forcément plus accueillants que d'autres. On peut donc rapidement supprimer le Mali, le Soudan, le Niger et la Libye, mais aussi la partie saharienne de la Mauritanie et du Tchad, et concernant l'Égypte, il y a certaines zones du désert qui sont interdites à la circulation. Il nous reste donc 3 pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et j'invente rien, même dans ces pays, il y a des zones qui sont formellement déconseillées par le gouvernement français. Toutefois, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le pays qui semble être le plus sûr, a priori, c'est le Maroc. Malheureusement, le Sahara ne couvre qu'une infime partie de son territoire à sa frontière avec l'Algérie. Et encore une fois, c'est une zone qui est peu recommandée par les autorités. Idem pour la Tunisie, où le Sahara se situe à la frontière sud du pays, aussi peu recommandée. Il ne nous reste objectivement plus qu'un choix, l'Algérie. Et l'Algérie, qui est selon un ami qui connaît parfaitement le désert, la partie la plus riche et belle du désert du Sahara. Dans le reste de cette vidéo, je vais donc me concentrer sur ce pays et sur mon expérience dans le désert du Sahara pendant un trek de 10 jours avec les Touaregs, et c'est aussi une vidéo qui est à retrouver juste ici. Donc maintenant qu'on s'est un peu plus renseigné sur les possibles destinations, il va falloir se renseigner sur la période à laquelle partir dans le désert. Le climat désertique et aride est un climat très particulier et hostile, il faut donc bien se renseigner avant de partir. La période déconseillée tout d'abord est de mai à septembre, où les températures peuvent facilement atteindre les 50 degrés en journée et ne redescendre qu'à 30 degrés la nuit. Vous l'aurez compris, la période conseillée, c'est tout le reste de l'année, d'octobre à mi-avril. Durant cette période, la température moyenne reste élevée, entre 20 et 30 degrés pour la journée, et elle peut redescendre radicalement pour la nuit et se retrouver aux alentours des 5 degrés. Dans le désert, les pluies sont rares mais très violentes et torrentielles. Elles se produisent généralement à la fin de l'automne et au début de l'hiver, donc vous aurez très peu de chances d'en voir. On va maintenant parler d'un point qui est très important, c'est le visa pour voyager en Algérie. Pour partir en Algérie, en fonction de votre nationalité, vous aurez besoin de différents documents administratifs. Si vous êtes franco-algérien, vous êtes soumis à la réglementation applicable aux Algériens. Et même si vous êtes rentré en Algérie avec un passeport algérien, vous êtes tenu, pour rentrer en France, de présenter un document d'identité français en cours de validité. Donc soit un passeport, soit une carte d'identité. Et attention, parce que si vous ne savez pas, l'âge légal de la majorité en Algérie est de 19 ans. Si vous êtes français, vous êtes tenu d'obtenir un visa auprès du consulat algérien de votre lieu de résidence. Pour ce faire, vous devez y passer personnellement et prendre rendez-vous en ligne. Il y a aussi beaucoup de documents supplémentaires à transmettre et un formulaire à remplir. Pour vous aider, je vous mets dans la description le lien vers la page du gouvernement dédiée au visa pour l'Algérie. Sinon, vous avez aussi la possibilité de passer par une agence de voyage, ce qui facilitera grandement toutes ces démarches et votre arrivée sur place. En effet, le gouvernement algérien ne rigole pas du tout avec tout ça, et même nous, en étant passés par une agence de voyage, notre arrivée sur place n'a pas été de tout repos. A noter aussi qu'il est possible qu'à la douane, on vous fasse payer un visa pour rentrer sur le territoire algérien. On va pas se mentir, il y a des choses un peu louches, pour ne pas dire autre chose, concernant l'administration algérienne, mais bon, c'est le prix à payer pour aller voir le désert. Le prix pour ce visa, il varie, mais bon, en moyenne, c'est un peu plus de 100 €. Et dernière chose, n'oubliez pas de vous inscrire sur le fil d'Ariane. C'est un site qui permet de signaler au gouvernement votre voyage dans un pays ou une zone potentiellement à risque. Et encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Et on va maintenant parler des destinations possibles en Algérie pour aller voir le désert du Sahara. Donc une fois que vous avez fait toutes ces démarches, il faut aussi savoir ce pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous attire dans le désert? Vous voulez voir de grands espaces recouverts d'énormes dunes et d'oasis? Dans ce cas-là, je vous conseille le Grand Erg occidental situé dans le nord-ouest du pays. Certaines agences proposent des road trips dans cette zone et vers les villes comme Béchar, Taguit ou Beniabès. Vous préférez la montagne et les paysages rocailleux au milieu du Sahara? Dans ce cas-là, je vous conseille deux zones. Le premier, c'est le parc national du Tassili Najer et le second, c'est le parc national culturel de l'Ahaggar. Tous deux situés dans le sud-est de l'Algérie.
Vous avez aussi le massif de l'Atacor, qui est une zone volcanique que j'ai pas eu la chance de voir et qui a l'air vraiment magnifique. Dans un tout autre thème, si vous préférez découvrir des vestiges d'anciennes civilisations ou des peintures rupestres datant de plusieurs milliers d'années, je vous conseille 2 endroits. Mon premier choix, ça serait la ville de Djanet, qui est une ville fondée au Moyen-Âge par les Touaregs et qui est aujourd'hui très connue pour être le départ de plusieurs expéditions ayant pour but la découverte des peintures rupestres. C'est sûrement à cet endroit que vous y trouverez les peintures les plus impressionnantes et nombreuses. Par contre, si vous préférez les endroits un peu moins touristiques, un peu plus en mode exploration, je vous conseille de vous tourner vers la ville de Tamanrasset et le désert du Hogar, un peu plus dans le sud du pays. C'est personnellement ce que nous avons choisi de faire en novembre dernier pour notre expédition. La zone n'était plus ouverte au tourisme depuis plus de 10 ans à cause des risques liés à la sécurité. Mais depuis septembre 2023, la zone est de nouveau ouverte aux touristes. Mais je vous conseille quand même de passer par une agence qui a un correspondant sur place. Enfin, si vous souhaitez découvrir une faune et une flore très développées, je vous conseille tout simplement pas l'Algérie. Il y a d'autres pays en Afrique qui sont beaucoup plus développés à ce niveau-là, comme le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie. En Algérie, si vous avez de la chance, et j'insiste sur le mot chance, vous pourrez voir des chacals, des fennecs, des gazelles ou encore des mouflons dans les montagnes. La plupart du temps, ça se limitera à quelques chameaux et quelques ânes, mais les reptiles comme les lézards de toutes les tailles sont plutôt faciles à observer. Passons maintenant à la condition physique nécessaire pour voyager dans le désert. Vous l'avez compris, le désert c'est pas forcément que des dunes. Ça peut aussi être très rocailleux en fonction de votre destination. Ça dépend aussi de votre mode de voyage. Forcément, si vous choisissez de faire un road trip, ça sera moins éprouvant qu'un trek. Mais bon, là je vous apprends rien. Je dirais quand même qu'il faut être assez sportif sans être un athlète de haut niveau, parce que les choses à voir sont pas forcément toujours accessibles en voiture, et parfois il vous faudra marcher plusieurs kilomètres pour y accéder. Tout ça me fait une transition parfaite pour mon point numéro 6, qui est l'équipement. Avec les conditions hostiles du désert du Sahara, il est donc important d'avoir un bon équipement. Tout d'abord, je vous conseille d'emmener avec vous des chaussures de randonnée dans lesquelles vous avez l'habitude de marcher. Pour le reste de l'équipement, sans surprise, il va falloir avoir des vêtements légers pour ne pas souffrir de la chaleur. Mais tout aussi important, et on n'y pense pas toujours, des vêtements longs qui vous couvrent la peau du visage et du corps. Et oui, le soleil tape très fort et c'est parfois plus efficace que de la crème solaire. C'est pas pour rien que les Touaregs ont cette façon de s'habiller. Pour cela, vous pouvez aller voir la gamme désert de chez Decathlon. J'ai testé leurs produits et franchement, en termes de rapport qualité-prix, comme d'habitude, il n'y a pas mieux. L'avant-dernier point de cette vidéo, ça sera l'eau. Normalement, vous ne rencontrerez pas de problème d'eau potable en Algérie. C'est même un des principaux investissements du pays sur ces dernières années. Toutefois, dans le sud de l'Algérie, moins développé à ce sujet, je vous conseille de vous munir de pastilles rendant l'eau potable, surtout si vous partez en trek et cela même si vous partez avec une agence de voyage. L'eau potable n'est pas toujours accessible et même parfois son mode de stockage n'est pas forcément adapté. Et franchement, je pense que c'est une des pires choses qui puissent vous arriver, de tomber malade au milieu du désert à cause d'une eau qui n'était pas potable. Enfin, le dernier point, ça sera le réseau. En fonction de là où vous partez dans le désert, vous aurez plus ou moins de réseau, voire pas du tout. Pour se rendre dans le désert, et notamment dans la partie sud de l'Algérie, il n'y a pas 36 000 chemins. Et vous emprunterez à coup sûr la transsaharienne. Reliant 6 pays, elle parcourt environ 4800 km en partant au nord d'Alger pour rejoindre Lagos au sud du Nigeria. Mais pourquoi je vous parle de cette route? Tout simplement parce que c'est un peu considéré comme la colonne vertébrale du Sahara. Le gouvernement algérien y a construit tout le long des canalisations d'eau, des checkpoints, mais aussi des antennes réseau. Donc tant que vous restez proche de cette route, la transsaharienne donc, vous aurez du réseau et une certaine forme de civilisation. C'était le dernier point de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as trouvé cela utile, n'hésite pas à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup et ça ne te coûte presque rien. Sinon, on se retrouve dans une autre vidéo, et moi je te laisse ma petite sélection juste ici. Allez, ciao ciao!